Et bienvenue à Cabri World 2001 pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Alors, j'ai encore des petites informations techniques, des ajouts évidemment avant la... Alors, aujourd'hui, la conférence plénière aura un format un peu particulier, c'est-à-dire qu'elle sera en deux parties. La première partie sera assurée par M. Laborde. Commentaire rapide. M. Laborde est l'initiateur, en fait, de Cabri-Géomètre. À l'époque, en 1981, au départ, ça s'appelait Cabrigraph, et avec le temps, ça a évolué jusqu'à la version que vous connaissez aujourd'hui. Et il est aussi le directeur du Centre national de recherche scientifique. Alors, voici cette conférence plénière intitulée Géométrie dynamique, pourquoi faire? Bonjour à nouveau, et je vais tout de suite démarrer ma conférence seulement en disant que je suis évidemment très content d'avoir l'occasion de présenter ceci sur ce continent et sur cet endroit spécial de ce continent. Merci beaucoup d'avoir accueilli Cabri World. La géométrie dynamique, pourquoi faire? L'idée est de faire un peu un bilan de quelques usages et de quelques évolutions qui se sont produites depuis les premiers essais d'animation de figures de géométrie sur l'écran d'un ordinateur. Donc pour ceux qui voudraient nous écrire ou m'écrire plus spécialement, la plupart de nos adresses à Grenoble sont comme celle-ci, donc prénom, nom, prénom.nom @imag.fr, et le site de Cabrilog est www.cabrilog.com. Cabrilog est l'entité essaimée de l'université Joseph Fourier du CNRS qui a pris en charge, qui avait reçu de l'université mission de continuer le développement et l'industrialisation de Cabri. Donc la géométrie, oui, pourquoi? Disons que la géométrie dynamique, l'idée de base sur la géométrie dynamique, bien sûr, c'est de la géométrie euclidienne, avec le mouvement. Et naturellement, on s'aperçoit au bout d'un moment que ceci ne suffit pas. Il faut quand même ajouter un certain nombre de principes généraux de conception. Et j'en citerai ici quelques-uns que je vais juste illustrer juste derrière sur un exemple très élémentaire. La première idée, c'est que c'est celle de la continuité. On pourrait commenter pourquoi, mais bon, ici je le mentionne seulement. La continuité, principe de continuité dans la transformation des figures de géométrie, principe qu'on trouve en fait énoncé pour la première fois chez Poncelet, par exemple. Ensuite, à nouveau, quelque chose qu'on retrouve chez Poncelet, le fait qu'en géométrie, il est intéressant de pouvoir considérer que ce qui se passe à l'infini n'est pas très particulier, et donc d'intégrer une sorte de prise en considération de l'infini au même titre que les autres endroits de l'espace. Là, on touche davantage à des questions liées aux interfaces, donc le principe d'ergonomie cognitive, un principe de réversibilité qui fait que l'utilisateur, quand il a une certaine action dans un certain sens, il pourra toujours revenir à la situation précédente en ramenant sa souris là où elle était. Et enfin, le moteur de géométrie qui va faire tourner cette géométrie dynamique, eh bien, elle s'appuie essentiellement sur ce qu'on pourrait appeler les classes d'invariance, dont on retrouve les prémices, je dirais même chez Euclide. Et ici, j'en ai cité 3 classes d'invariance importantes: les transpressions, les rotations et les homothéties. Je vais juste un peu derrière expliquer. Donc, je voudrais prendre un exemple très élémentaire pour venir illustrer ces principes. Supposons que je démarre la construction, mais ça maintenant, j'imagine que tout le monde a l'habitude de faire ça, d'un triangle, comme cela, d'un triangle
B, C, et puis que je vienne construire, que je m'intéresse en fait, au cercle circonscrit, à ce triangle, s'il existe. Et pour cela, que j'ai envie de construire deux médiatrices. Une médiatrice, je ne suis pas en train de découvrir comment on construit le triangle, le cercle circonscrit. Donc je ne me place pas dans une situation d'élève. Donc je prends la médiatrice de ce segment, et puis la deuxième médiatrice, au passage, je la désigne différemment, c'est-à-dire je la fais dépendre non pas du segment, mais d'un premier point et d'un deuxième point. Au passage, on note une certaine flexibilité des entrées, ça c'est important, et finalement, je vais pouvoir, à ma stupéfaction feinte, m'apercevoir que si je fais passer un cercle que je centre à cette intersection par le point A, eh bien, ce cercle passe aussi par B et par C. J'ai une figure qui, en fait, et ce phénomène n'est pas fortuit, puisqu'il continue de se produire dans différentes... Alors, la continuité, c'est le fait que cette figure continue de se comporter comme la construction du cercle circonscrit, quelle que soit la forme du triangle. Il y a une continuité entre les variations des paramètres, qui sont ici les 3 points, et puis la figure, la figure obtenue. Alors, j'ai dit réversibilité, ça veut dire que par exemple, si je déplace ce point A, je vais y arriver à le déplacer. Je ne suis pas très bien placé pour saisir les objets ici. Donc, bon, je vais déplacer le point B, parce qu'il a l'air d'être... Si je déplace le point B, si je reviens, je retrouve la même configuration. Il y a une réversibilité de toutes ces modifications de la figure. Des classes d'invariance, pour une première classe d'invariance, c'est que cette figure-là, c'est la même que celle-ci. Ça paraît évident, mais il a fallu quand même pas mal de temps à l'humanité pour percevoir qu'est-ce qui se cachait derrière cette idée primitive que les figures ne dépendent pas de l'endroit où elles sont dessinées. Classe d'invariance en rotation, c'est le fait que quand j'ai une figure qui dépend ici, par exemple, essentiellement de 3 points, eh bien, si je fais tourner les 3 points comme ceci, eh bien, la figure ne change pas. D'une certaine manière, vous allez me dire, elle change, puisqu'elle n'est pas dans la même disposition, mais mathématiquement, un mathématicien dira, c'est la même figure. Et la troisième classe de transformation, ce serait en homothétie. Et en homothétie, ici, je vais donc considérer que la figure de géométrie ne dépend pas de sa taille, c'est-à-dire que toutes ces figures-là sont les mêmes. Est-ce que c'est vraiment les homothéties qu'il faut considérer? C'est-à-dire qu'ici, est-ce qu'on considère encore que c'est vraiment la même chose? Dans l'espace, ça pourrait poser des homothéties de rapport négatif. Dans l'espace, ça pourrait poser des petites... Je vais arriver à revenir, non, j'arrive pas. Pourrait peut-être éventuellement poser quelques problèmes plus théoriques. Donc voilà ce que j'entendais par classe d'invariance. Alors tout ça, en fait, va être fait pour favoriser en réalité ce que j'appellerais l'imagerie pour la compréhension du monde, et pas seulement pour la compréhension des phénomènes de géométrie. Un logiciel comme Cabri Géomètre, en fait, fournit les briques pour une compréhension en profondeur, bien sûr en géométrie, ça c'est à l'évidence maintenant que beaucoup de gens ont utilisé ce type d'environnement. La plupart des personnes sont assez persuadées que ce type d'environnement de géométrie dynamique aide à comprendre les phénomènes de géométrie. Mais plus généralement, je dirais qu'en maths, cela aide à cette compréhension par la mise en lumière des relations de cause à effet entre hypothèse et conclusion. En d'autres termes, mise en évidence du concept de preuve. Donc on sait qu'il n'est pas si évident à transmettre, à maîtriser aux apprenants, aux élèves. Et enfin,
en sciences physiques, ou en sciences d'une façon générale, et spécialement en sciences physiques, ce type d'environnement vient enrichir la notion de modèle en rendant possible l'expérimentation au niveau du modèle, chose qui n'existait guère avant ce genre d'environnement-là. À nouveau, je voudrais illustrer ces éléments et revenir sur cette construction. Où est-ce que la souris? Ici, je veux bien. Je ne vois pas du tout la souris. Et donc, si je reprends cet exemple d'une figure, je voudrais montrer, bien sûr, tout le monde serait capable d'imaginer une preuve basée sur cette construction qui assure que ceci est bien la construction du cercle circonscrit, mais j'aimerais juste ouvrir une figure toute que j'ai préparée et qui réalise ce travail de façon plus directe. Alors, à nouveau, moi j'ai du mal à lire, mais c'est sur le bureau. Et là, cercle circonscrit, voilà. Considérons cette figure qui est la même figure de départ que tout à l'heure, c'est-à-dire un triangle ABC, et ici j'ai fait des constructions qui vont dépendre d'un point, en fait, qui est ici, qui s'appelle DEM comme démonstration, et je vais tout simplement faire circuler ce point de gauche à droite. Alors, les gens qui ont l'habitude d'un certain type de construction avec un brisomètre où, selon les dispositions des éléments, on peut faire ou ne pas faire apparaître des constructions, ils vont imaginer comment je fais cette figure. Mais ici, je veux présenter cela comme une figure construite sur la technologie Cabri, mais qui est visiblement construite pour supporter, pour soutenir une preuve déduite à partir de la construction de tout à l'heure. Voilà, je déplace le point doucement, et là je construis une première médiatrice, ça construit ensuite une deuxième médiatrice. Une fois que les deux médiatrices, le point O peut être construit, et là maintenant j'ai les données de ma figure, et le problème est de montrer que le cercle centré en O passant par A passe aussi par B et C. Eh bien, je continue, et maintenant je mets en évidence une des deux médiatrices et le segment OA, puis l'autre médiatrice est en pointillé parce qu'elle est moins, c'est pas celle qui m'intéresse maintenant, et j'utilise une propriété de la médiatrice, à savoir que si le point O est sur la médiatrice en gras, eh bien je peux en déduire que OA est égal à OB, et ça constitue ce que j'appellerais le premier point de la démonstration. Puis ensuite je continue, je reviens à simplement la figure de départ, mais en ayant établi maintenant que OA est égal à OB dans cette figure, et je continue à déplacer mon point de démonstration qui va venir cette fois illuminer le segment OA et la médiatrice, l'autre médiatrice, puis le segment OC, et de ça j'en déduis que OA est égal à OC. Et à partir de ces deux égalités, sur cette figure, mais sans considérer spécial, j'ai maintenant le segment OA et le segment OC, qui sont tous les deux égaux au segment OA, et donc le point O est équidistant de A, B et C. Et donc je peux bien construire, j'ai OB égale OC, et je peux construire un cercle circonscrit. Donc on peut voir que cette démonstration que je viens de réaliser, pas à pas, en l'animant de cette manière-là, évidemment, je pourrais vérifier que cette démonstration, ce qui n'est pas du tout évident pour les élèves, ne dépend pas de la position, je vais arriver à ces ne dépend pas de la position du triangle, même ce triangle-là, qui est quand même plus bizarre, la démonstration marche toujours. En fait, c'est la même démonstration, mais je la redéroule. Enfin, je ne vais pas la dérouler doucement pour vous, comment les choses fonctionnent. Alors voici ici un usage
de ce genre de technologie pour aider à une époque, les gens ont dit oui, mais la géométrie dynamique, ça ruine les possibilités de s'intéresser à la preuve. Alors moi, je dis, ma position pendant longtemps, c'est de dire oui, mais de toute façon, les preuves formelles, c'est pas ça le cœur de la géométrie, mais c'était un petit peu provocateur sans doute, et ici, je voulais juste montrer qu'on peut aussi s'orienter vers des preuves qu'on a l'habitude d'appeler formelles, bien que je serais certainement mis en défaut si je continue trop à dire que cette preuve est formelle, parce que beaucoup de gens vont expliquer qu'elle n'est pas formelle. Hein, le caractère formel d'une preuve en géométrie, c'est une chose évolutive dans l'histoire, parce qu'on a considéré comme formelle à une époque d'Euclide. Aujourd'hui, on sourit, enfin, on fait semblant de sourire en les voyant. Donc je voudrais prendre une deuxième situation pour continuer mon illustration, qui consisterait à poser le problème suivant. Où est-ce que je peux ouvrir le fichier? Ouvrir, oui. Fermer, ouvrir. Ouvrir, je vais ouvrir. Il paraît qu'il ne faut pas que je m'approche trop, mais enfin, je vais le faire quand même. Voilà, j'ai un problème, c'est de disposer 11 cercles égaux de la façon la plus dense possible. Bon, tout le monde n'a pas ce problème, naturellement. Hein. Mais enfin, on peut jouer à ce problème avec des pièces de monnaie, et on peut se demander ce que ça veut dire, la plus dense possible. Alors, je vais prendre des pièces de monnaie, alors je vais prendre des cercles, parce que les pièces de monnaie, c'est des cercles, et j'essaye d'avoir des cercles de la même taille. Alors, ceux-là, ben, ils ont l'air de la même taille, mais ils ne sont pas vraiment de la même taille. Alors, au bout d'un moment, je pourrais trouver un moyen géométrique de me fournir une dizaine de cercles, tous égaux. Vous pouvez penser à des tas de choses, mais enfin moi ici je vais penser à celle-ci, tout simplement de prendre un segment de référence qui va servir d'ouverture de compas, et puis je vais prendre mon compas là, où est-ce qu'il est, mon compas au sens, non pas l'outil cercle, mais l'outil compas. Et l'outil compas, normalement pour m'en servir, je montre avec la pointe du compas un sommet, un autre sommet, et puis pardon, je montre, c'est bien le compas qui est choisi là, ouais. Oui. Je montre un sommet, puis un autre sommet pour représenter l'ouverture du compas, puis quelque part je vais piquer, et ça me crée c'est ça que j'en fais un peu grand, donc je les diminue, c'est facile, je peux régler, et puis je supprime cela, donc je n'avais pas besoin. Et puis cette fois je peux continuer. Et en fait, l'outil compas, lui aussi, il est flexible d'une certaine manière, c'est-à-dire que je peux aller plus vite simplement en montrant le segment, c'est-à-dire en montrant l'ouverture de compas, alors je vais rentrer comme ça, je vais fabriquer comme ça une dizaine de pièces de monnaie, et l'idée c'est d'arriver à savoir comment on pourrait arriver à disposer ces dizaines de pièces de monnaie de la manière la plus dense possible. C'est-à-dire sans doute pour que globalement elles utilisent le moins de place possible. Alors une idée, ce serait d'imaginer, on pourrait essayer de formaliser les choses comme ça, de trouver le plus petit cercle en taille, en mesure du rayon, tel qu'on puisse arriver à faire tenir, non pas comme ici seulement 6 pièces à l'intérieur, j'ai sûrement intérêt à les serrer comme ça, mais c'est pas évident que ça soit, je dis j'ai sûrement intérêt, dans un premier temps c'est sûr qu'on va gagner de la place en serrant les pièces. Et puis là, je vais essayer de diminuer, puis je vais essayer à nouveau peut-être de déplacer les choses comme ça. Petit à petit, j'arriverai par une manipulation à peut-être trouver un certain nombre de propriétés probables ou de propriétés sûres d'une configuration dense ou d'une configuration la plus dense. Et sur ce problème-là, en fait, ce problème avait été posé par un monsieur Kravitz il y a déjà pas mal de temps, et voilà en fait le genre de considération auquel il était arrivé. Monsieur Kravitz, voilà. Il avait donc pensé qu'il obtiendrait voilà, il a cette forme, bien 10 cercles, et il dispose des cercles à la périphérie du cercle dans lequel il essaye de faire tenir le tout, et puis il place encore 2 cercles ici.
deux cercles supplémentaires là et là. Eh bien, ensuite, en fait, lui à l'époque, il n'y avait pas de géométrie dynamique, donc il n'avait probablement pas un levier comme moi ici pour faire varier la taille des pièces de monnaie. C'est plus facile de faire varier la taille des pièces de monnaie que diminuer la taille du cercle. Et ce qui s'est passé. Alors ici, il a mesuré la distance A', qui est ici, et la distance BB' qui est là. Il a mesuré, et sur ces dessins, et puis après, en essayant de faire un calcul trigonométrique assez horrible, il s'est aperçu que, eh bien, semble-t-il, on arrivait à avoir simultanément la valeur, je ne sais pas si je vais y arriver, moi, parce que ma souris bouge trop vite. Bon, voilà. Et dans Cabri, en fait, on pourrait se demander si ça c'est juste le fait du hasard. Et une première façon de se demander si c'est juste le fait du hasard, ça serait d'augmenter la précision ici de l'affichage. Oui, mais si on augmente la précision de l'affichage, tout de suite on s'aperçoit qu'en fait les décimales ne sont pas bonnes. Mais si je pouvais régler ça plus finement, peut-être. Alors, une façon de régler ça plus finement, je suppose qu'un certain nombre de gens ont déjà fait ça, mais c'est assez expérimental, et c'est des idées d'expérimentation qui se mettent en place pour aborder une situation qui est, bon, évidemment mathématique, mais qui n'est pas uniquement mathématique, d'expérimentation. Je vais, plutôt que de manipuler ce point-là directement, je vais le manipuler par l'intermédiaire d'un levier. Alors laissez-moi faire ça, laissez-moi prendre un segment, ici, et un autre segment, plus grand, comme ça. Vous voyez que si je manipule ce point, le point d'intersection qui est ici, lui va avoir un petit déplacement par rapport à celui-là. Donc si je mets un dispositif de levier comme ça, je vais pouvoir amplifier ou démultiplier la précision de ma construction. Alors je m'arrange pour mettre l'intersection près de celle qui est déjà pas trop mal, et puis je vais redéfinir ce point qui pour le moment est un point libre, je vais le redéfinir comme le point d'intersection. Alors redéfinir, c'est effectivement un outil extrêmement puissant dans un environnement comme de géométrie dynamique, parce que ça permet de mener une expérimentation dans une direction pendant un moment, et puis quand on pense à autre chose, ou bien quand on veut faire autre chose, on peut revenir et changer c'est la définition des objets, changer d'avis ou complètement s'apercevoir qu'on avait fait des choses débiles à l'étape précédente. Alors redéfinir un point, ici je vais redéfinir ce point comme un point sur deux objets, c'est une façon rigolote d'appeler ça une intersection, l'intersection de ce segment avec ce segment. Et là maintenant, je vais pouvoir manipuler ça, je vais pouvoir manipuler ce point-là. En manipulant ce point-là, vous voyez que je fais varier les choses, mais beaucoup moins vite. Alors, à nouveau, je pourrais amplifier le déplacement ici, et je me suis amusé à faire cette construction. Où est-ce qu'il est plus, voilà. J'ai mis quelques et puis j'ai quelques leviers empilés. Et puis là, eh bien, vous voyez que je fais varier la dernière décimale, presque la dernière décimale. Alors je pourrais continuer parce que Cabri donne encore quelques éléments de précision supplémentaires, mais ça va s'arrêter. Et là, les gens qui ne sont pas convaincus que ça fera 2, c'est qu'ils ont un problème quelque part. Mais maintenant, on va pouvoir éventuellement le prouver effectivement. D'une certaine manière, on s'est convaincu que les choses étaient vraies. D'ailleurs, si on est vraiment pressé en tant que mathématicien, on ne va pas perdre de temps à le prouver, parce qu'on sait qu'on pourra le prouver. Et on pourrait s'intéresser à des conséquences de cela dans une situation un peu plus mathématique que celle-ci. Donc c'était juste pour relativiser la notion de preuve, d'une certaine manière. Et les rapports entre preuve et démonstration.
J'ai parlé de sciences physiques, et là, je voudrais... je voudrais prendre la situation suivante, bien connue, de la réfraction d'un rayon lumineux sur une surface. Alors, on ne va pas prendre sur une surface plane, parce qu'en fait, le plan, ça n'existe pas. C'est toujours un peu bombé, une surface. Enfin, le plan, c'est une idéalité. Donc, une surface sphérique, vous allez me dire que ça n'existe pas davantage. Ici, j'ai représenté avec évidemment déjà beaucoup d'implicite, de connaissances implicites. J'ai voulu représenter le phénomène de la réfraction sphérique. Il y a déjà beaucoup d'implicites parce que la surface sphérique, elle est ici. Bon, je ne sais pas si les bleus clairs pour dire, pour estimer qu'il s'agit peut-être de la surface d'une goutte d'eau, mais pourquoi pas. Mais le fait de représenter cette surface sphérique par un arc de cercle, bon, à un certain niveau, tous les gens vont être d'accord pour le faire, mais c'est vrai que si on y réfléchit, il y a un peu de notions et de connaissances de géométrie avant de faire ça. Alors, ce problème, en fait, ce sont déjà les observateurs de l'Antiquité, bien avant Descartes ou bien avant Snell, s'étaient aperçus que quand ils mettaient un bâton dans l'eau, le bâton, bizarrement, il était coudé. Il changeait il y avait un angle, il se produisait un angle à l'endroit où le bâton, qui était pourtant bien droit avant qu'on le mette dans l'eau, il faisait un angle dès qu'on le mettait dans l'eau. Et donc il se posait c'est d'expliquer ce phénomène. Et en fait, l'idée c'était que quand on avait un rayon de lumière qui venait frapper quand on avait un rayon de lumière qui venait frapper la surface sphérique, il était dévié. Et que, bon, bien sûr, quand le rayon était ce qu'on appelle normal à la surface, il continuait tout droit. Mais s'il était oblique, eh bien, il y avait un changement d'oblicité. Et à partir de l'Antiquité, les observateurs ont essayé de trouver une règle qui pourrait permettre de prédire quelle allait être la direction du rayon après son entrée dans l'autre milieu. Après l'angle de cette réfraction. Ici, j'ai le rayon incident et ici, j'ai le rayon réfracté. Et il y a des textes de la semi-antiquité où il est dit que l'angle qui est ici, eh bien, qui est l'angle d'incidence, et l'angle qui est ici, qui est l'angle réfracté, c'est pas difficile, c'est tout simplement que l'angle réfracté, c'est la moitié de l'angle incident. Et pendant, il y a beaucoup d'observateurs, je dirais, qui ont travaillé sur cette hypothèse, qui n'est pas ridicule, parce que ici ça marche, sûrement, c'est bien, 1, 0, 0. Et bon, et puis à peu près, alors ce qui était un peu discutable, c'est là, mais enfin bon, éventuellement, dans un premier temps, on n'est pas vraiment très préoccupé. Et en revanche, c'est sûr que des gens comme Descartes et Snell ont essayé de faire des choses plus raffinées. Et tous les deux sont arrivés à ce dessin. C'est-à-dire à trouver un moyen géométrique, comment arriver à faire un moyen géométrique qui permettrait de reproduire la déviation du rayon incident. Et ici, la construction, comme vous le voyez, est très simple. En fait, elle dépend de deux cercles. Je trace un premier cercle intérieur, un premier cercle centré au point d'incidence, un autre cercle centré au point d'incidence aussi, et puis je trace je trace le rayon incident, puis évidemment il coupe, je considère cette intersection ici, la perpendiculaire ou la parallèle à la normale, et puis j'obtiens une intersection, et c'est cette intersection c'est par cette intersection que j'obtiens le rayon réfracté. Et tous les textes aujourd'hui laissent penser que ce sont ces dessins
qui ont été créés par Snell et par Descartes, plus ou moins indépendamment l'un de l'autre. Et c'est seulement dans un deuxième temps que des choses beaucoup plus difficiles à comprendre du style sinus I égale n sinus R, où n est égal au rapport de deux nombres, sont apparus. Là, ce que je suis en train de dire, c'est que dans cette découverte, et ce que je suis en train de dire est éventuellement sujet à controverse. Tout le monde n'est pas vraiment d'accord là-dessus, mais il y a des éléments qui tendent à prouver que ce qui a été le premier élément de découverte sur ce phénomène de réfraction, c'est une construction de géométrie qui avait le bonheur, et qui a été cherchée expérimentalement, et qui avait le bonheur de se comporter comme la réalité, et que c'est seulement dans un deuxième temps que cette relation, que cette construction a été traduite sous une forme qu'on pourrait appeler, moi je ne l'appelle pas formelle, parce que ça me paraît aussi formel que ça, mais celle-là je l'appelle syntaxique, pour dire qu'elle est essentiellement orientée texte. Je voudrais, donc après cette incursion dans le domaine de la modélisation en physique, alors tout à l'heure je parlais d'expérimentation en physique, bon, par exemple on va pouvoir expérimenter, l'expérimentation ici qu'on peut faire, c'est expérimenter le fait que, pourquoi je ne peux le prendre celui-là? L'incident est en bas. Ah, rien, d'accord. Merci pour le rappel sur la dépendance. Donc, eh bien, quand j'ai cette incidence rasante là, et qu'à l'incidence rasante correspond un angle de réfraction limite, je peux effectivement découvrir un certain nombre de phénomènes de la réfraction, phénomènes qui, bon, là les choses, il faudrait éventuellement une filière de géométrie un peu plus sophistiquée pour que ça continue à marcher, mais je pourrais visiblement, à partir de ceci, concevoir le phénomène de réflexion totale si ce phénomène ne m'était pas apparu avant, et surtout ensuite faire une expérience dans ma piscine voisine et m'apercevoir que quand je regarde depuis sous l'eau, il y a effectivement seulement un disque lumineux, et le disque lumineux correspond à l'intersection avec le cône de cet angle limite de réfraction. Au passage, on peut aussi noter ici que ce qui est étonnant là-dedans, c'est que ce modèle, donc quand j'ai un rayon incident, il fait aller le rayon réfracté ici. Or, tout le monde qui a, je ne sais pas tout le monde, mais qui a mis un bâton dans l'eau s'est aperçu que le bâton, lui, se relève. Alors, comment se fait-il que le modèle qu'on a construit, qui fait un rayon lumineux qui descend, il correspond à un bâton qui, en fait, se relève? Il y a tellement un problème là que Descartes a fait des dessins où ce dessin-là est fait à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un peu de confusion quelque part. Mais bon, je veux dire, c'est ça, tout le monde. Les choses sont suffisamment complexes quand on les découvre pour qu'elles ne soient pas. La découverte n'est pas un phénomène linéaire sans erreur. J'aimerais donc revenir peut-être où est-ce que c'est pour voir ça? Je vais fermer ça. Voilà. Donc, modélisation avec Cabri, un certain nombre de choses, c'est qu'on peut s'intéresser à une grande précision. J'ai parlé tout à l'heure des 10 cercles, je crois que je me suis trompé d'un, je n'ai pas dû savoir qu'on était à 11. Parce que donc c'était pas 10 cercles, hein, mais c'était 11 cercles. J'espère qu'il y avait des gens qui avaient compté et qui s'étaient aperçus que pour des raisons de symétrie, j'avais probablement pas mis un nombre pair de cercles, mais 11 cercles. Hein. Donc 11 cercles. Je vois que personne n'avait réagi. Bon, c'est rien. Puissance et variété d'expression, là je voulais signaler qu'on peut, avec un outil comme Cabri-Géomètre, se diriger vers une expression de la connaissance qui prend des formes très, très diverses et aussi assez variées. Je voudrais aussi dire que
ce genre d'environnement favorise ce que j'appelle ici une activité de programmation. Non pas une activité de programmation au sens écrire un programme en C ou un programme en Pascal, mais écrire quelque chose qu'on va programmer, c'est-à-dire une activité pour laquelle on va obtenir des sous-buts, et puis à partir de ce qu'on a réussi à faire, on va peut-être ranger ça dans une macro, et puis aller plus loin, revenir en arrière, etc. En France, ça correspond tout à fait bien à ce qu'on essaye de valoriser auprès des enfants avec une démarche de type projet, en particulier les fameux types. Quelques caractéristiques de tout ça. D'abord, au niveau quantitatif, on peut relever une certaine précision de ce qu'on obtient. On peut aussi voir de façon assez claire que tout ceci permet de constituer une aide à l'approche symbolique, à l'écriture symbolique. Au niveau qualitatif, je dirais que explicitement, il s'agit d'un soutien à la découverte. L'animation est sous le contrôle de l'utilisateur dans une figure de géométrie dynamique, c'est-à-dire que l'utilisateur va déplacer tel ou tel objet et va en fait modifier son déplacement en fonction des phénomènes qu'il est en train de créer à l'écran, qui réagissent sur la façon dont il déplace les choses. Je dirais que de ce point de vue-là, l'approche est radicalement différente, sans dire que Mathematica n'est pas un logiciel intéressant, ce que je me garderais bien de dire en public, que l'approche est différente avec Mathematica ou d'autres logiciels type Mathematica, ou qui éventuellement sont dits interactifs, mais dont l'interactivité est beaucoup plus push button, est beaucoup plus j'appuie sur un bouton et j'ai une nouvelle disposition de la figure. Dans les environnements de géométrie dynamique, spécialement dans Cabri, l'utilisateur contrôle en permanence l'évolution de son, et il n'a pas un ensemble d'instantanés d'une situation. Il a un continuum d'instantanés. Et c'est totalement différent du point de vue cognitif. Il y a eu un long débat à une époque à propos de la géométrie dynamique sur l'un plutôt que l'autre. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont rendus à l'idée que le continuum présentait beaucoup de richesse. Et enfin, globalement, je dirais tout simplement que ce genre d'environnement est simplement la même chose que ce qu'on a sur un papier ordinaire, c'est-à-dire sur un cahier de brouillon ordinaire, c'est seulement là que les calculs sont pris en charge par le système. Et les calculs, personne n'aime tellement les faire, c'est bien plus pratique d'avoir quelqu'un qui les fait, ou un ordinateur qui les fait pour vous. Alors là je pense que je ne vais pas avoir le temps, je voulais juste, peut-être je vais en donner une déclaration d'un anonyme. Je voulais prendre Pierre-Gilles de Gennes pour montrer que tout ça ne fait pas l'unanimité. Pierre-Gilles de Gennes, un de nos prix Nobel, est parti en guerre contre la possibilité d'expérimenter avec un ordinateur. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'éventuellement il n'avait pas vraiment bien perçues. Un anonyme du 20e, s'il veut bien venir, ici, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur la toile ou sur le web, et qui dit que la TI 92, qui a de la géométrie intégrée, un programme de géométrie intégrée, mais oui, pourquoi faire? Parce que la géométrie, c'est beaucoup plus facile à apprendre avec un crayon, avec du papier et avec un vrai compas. Et en plus, en utilisant le premier livre d'Euclide. Bon, je veux dire, ça, c'est des choses qu'on trouve sur les supports de haute technologie qui sont fournis aujourd'hui. Hein, donc, il y a un décalage quelque part entre un certain nombre de choses. Alors, je vais conclure. C'était pas ça ma conclusion. Laissez-moi aller à la conclusion, là, ça va être peut-être plus facile comme ça. Ça doit être par là. Mon histoire. Voilà. Pardon pour cette interruption, l'attaque. C'est comme ça que ça sera allé plus vite. Alors, en conclusion, je veux dire que Cabri, moi, me paraît comme un outil pour la modélisation, c'est-à-dire un outil pour le calcul, au sens de Leibniz, par exemple. Et que ceci se produit en mathématiques, mais aussi en physique, dans le domaine artistique. Je pense que, par exemple, ceux qui iront voir les conférences de M. Barra, Mario Barra, verront certains rapports entre mathématiques et création artistique à l'aide d'environnements comme Cabri. En fait, ceci se produit partout où un modèle que j'appelle géométrico-graphique est présent.
Et moi, j'imagine que tout ceci constitue en fait d'une certaine manière une sorte de revanche de la géométrie. Une revanche de la géométrie sur l'algèbre, en fait. Alors, comme je ne veux pas être trop provocateur, je vais quand même un tout petit peu expliciter ce que je veux dire par une revanche, parce qu'on ne cherche pas de revanche, il n'y a pas de revanche, tout ça c'est beaucoup plus complexe qu'en termes de revanche, mais quand même je dirais que schématiquement, jusqu'à Descartes, géomètre était synonyme de mathématicien. Et qu'avec Descartes, les mathématiques se sont algébrisées. Et depuis, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a eu une continuation de cette algébrisation des mathématiques et je pense qu'il y a là une certaine forme de perte de sens, au moins pour les vieux naïfs qui sont les miens. Quand je dis ça, c'est simplement que je ne veux pas, je vais pouvoir quitter la salle vivant. Et que j'aimerais que le troisième millénaire nous offre un retour de la géométrie qui, s'il se réalise, l'aura été par le truchement d'une troisième révolution technologique. Une troisième révolution. La première, c'était les figures légendaires d'un fameux mathématicien de Grande Grèce qui dessinait sur le sable. Bien sûr, le papier imprimé surtout, a constitué une révolution technologique déterminante pour le développement des mathématiques en particulier, mais bon, il n'y a pas que les mathématiques. Et la troisième étape, c'est ce que j'appellerais ici l'ordinateur intelligent, mais intelligent, c'est-à-dire surtout intelligent, à vrai dire intelligent tout comme son usage. Et pour finir aussi, quelque chose de très important, je crois qu'il faut que ces technologies puissent être accessibles à tous. Et bon, ce soir, j'aimerais présenter en fait cette Cabri Junior, qui est en fait la philosophie de Cabri, et tout Cabri, en fait, dans l'essentiel, porté sur une machine d'entrée de gamme. Donc une machine vraiment qui est susceptible de permettre à tout le monde d'accéder à cette technologie, et pas seulement à ceux qui ont accès au web, à ceux qui ont accès à des ordinateurs, qui sont très nombreux dans un certain nombre de pays, bien que quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça d'accéder à Internet dans nos pays, qu'il s'agisse du Canada, qu'il s'agisse des États-Unis, qu'il s'agisse de l'Europe ou du Japon, mais c'est encore bien plus difficile dans beaucoup de pays que si on cite, bon, j'ai pas besoin, tout le monde a en tête un certain nombre de pays qu'on pourrait citer. Donc ici, donc, de la géométrie dynamique, vous reconnaissez les menus déroulants, perpendiculaires, parallèles, médiatrices de Cabri, les icônes, les fameuses icônes de Cabri, et puis la possibilité d'animer tout ça. J'espère que je n'ai pas été trop long et je vous remercie beaucoup. Et un grand merci aussi aux différentes personnes de la terminologie scientifique. Merci beaucoup aux traducteurs. Un très très difficile travail. Je sais pas. C'est ma nouvelle présentation de... Où est-ce qu'il a disparu? Il est là-bas. Un message pour Mexique. C'est bon. Un message pour Mexique. C'est buongiorno a tutte le mexicane. Non. Hola, muchachos. Un message pour Mexique, s'il vous Le plaît. Mexique. Ah, je veux faire un coucou à mon amie Armilde. Mais elle est à Zacatecas. Tu vas pas la voir. Oui, il est vrai. Bon, j'espère connaître vos pays et votre pays et les universités, voir ce que vous faites avec Cabri, parce que je trouve qu'il y a des choses très intéressantes.